Tome 1, Module 2, la codification spirit, étude 2, Allan Kardec, le professeur et le codificateur. On peut répartir la vie d'Allan Kardec en deux phases. La première, de l'émérite professeur Rivail, la seconde, du codificateur du spiritisme. Nous allons souligner juste après les aspects les plus importants de sa lumineuse trajectoire terrestre. Allan Kardec, dont le vrai nom est Hippolyte Léon Denisard Rivail, est né à Lyon le 3 octobre 1804 au sein d'une ancienne famille lyonnaise de noble et digne tradition. Il eut pour parents Jean-Baptiste Antoine Rivail, homme de loi, juge, et Jeanne-Louise Duhamel. Le futur codificateur du spiritisme reçut un nom aimé et respecté, et tout un passé de vertu, d'honneur et d'intégrité. Grand nombre de ses ancêtres s'étaient distingués en tant qu'avocats dans la magistrature et même dans le traitement de problèmes éducatifs. Très tôt, le petit garçon se révéla être hautement intelligent et un observateur perspicace, toujours conscient de ses devoirs et responsabilités, dénotant une franche inclination pour les sciences et les sujets philosophiques. Conformément à ce que nous rapporte Henri Sauce, Rivail réalisa ses premières études à Lyon, sa ville natale, étant éduqué selon de sévères principes d'honneur et de rectitude morale. Il est à présumer que l'influence paternelle et maternelle a été des plus bénéfiques, se faisant source de nobles sentiments. À l'âge de 10 ans, ses parents l'envoyèrent à Yverdon, ville suisse du canton de Vaud, située à l'extrémité sud-ouest du lac de Neuchâtel et de l'embouchure de la Thièle, afin de compléter et d'enrichir son bagage scolaire dans la célèbre institut d'éducation installé là-bas en 1805 par le professeur philanthrope Johann Heinrich Pestalozzi, fréquenté tous les ans par un grand nombre d'étrangers, cités, décrits, imités. C'était en un mot l'école modèle de l'Europe. De hautes personnalités politiques, scientifiques, littéraires et philanthropiques revinrent émerveillés de leur visite à l'Institut. Goethe, le roi de Prusse Frédéric Guillaume III et son épouse Louise, le tsar de Russie Alexandre Ier, le roi Carlos IV d'Espagne, les rois de Bavière et de Wurtemberg, l'empereur d'Autriche, la future impératrice du Brésil, des Léopoldines d'Autriche, et beaucoup d'autres représentants de la noblesse européenne et du monde culturel louèrent le créateur de cette œuvre révolutionnaire et s'y intéressèrent également. Le jeune Denisard Rivail, auquel le destin réservait une mission sublime, s'est bien vite révélé comme l'un des plus fervents disciples du pédagogue suisse. Doté d'une intelligence aiguë et d'un profond sens de l'observation, allié à sa tendance naturelle à rechercher des solutions pour les questions et l'enseignement, et à l'étude des sciences et de la philosophie, Rivail a captivé la sympathie et l'admiration du vieux professeur, dont il est rapidement devenu un collaborateur efficace. Les exemples d'amour du prochain fournis par Pestalozzi, pour qui l'amour est l'éternel fondement de l'éducation, allaient orienter pour toujours la vie du futur codificateur du spiritisme. Le bon sens, dont Camille Flammarion fit l'éloge, a été cultivé et renforcé par les leçons et les exemples reçus dans l'Institut d'Yverdon, où il a également puisé les idées qui, plus tard, allaient le ranger parmi les hommes de progrès et des libres penseurs. Sans aucun doute, arrivant à la capitale de la France, Denisard Rivail se mit rapidement à enseigner, profitant des heures libres pour traduire des œuvres anglaises et allemandes et pour préparer son premier livre didactique. Ainsi, en décembre 1823, il a publié le cours pratique et théorique d'arithmétique, d'après les principes de Pestalozzi, avec des modifications. Le cours d'arithmétique constitua le premier ouvrage pédagogique et le premier d'entre tous les autres donnés au public par Rivail. Le futur codificateur du spiritisme, avec à peine 18 ans, emploiera efforts et talents dans la préparation de ce livre très utile, l'essayant sur les bases de Pestalozzi, mais avec de nombreuses idées originales et pratiques de l'auteur lui-même. L'ouvrage en question était recommandé aux instituteurs et aux mères de famille qui désiraient donner à leurs enfants les premières notions d'arithmétique, et il primait par sa simplicité et sa clarté, qualités qui sont
par ailleurs le principal mérite de toutes les publications du professeur Rivail. La méthode qu'il employa développe graduellement les facultés intellectuelles de l'élève. Celui-ci ne se limite pas à retenir par cœur des formules, il en pénètre, pour ainsi dire, l'essence. En plus de ce livre, le professeur Rivail a publié de nombreux livres didactiques, tout comme des plans et projets orientés vers la réforme de l'enseignement français, en une véritable fertilité pédagogique, selon les mots de von Thuil et Thyssen. Nous soulignons entre autres les livres suivants: Cours complet pratique et théorique d'arithmétique 1845, Plan proposé pour l'amélioration de l'instruction publique 1828, Grammaire française classique 1831, Quel est le système d'études le plus en harmonie avec les besoins de l'époque 1831, Mémoire sur l'instruction publique 1831, Manuel des examens pour les brevets de capacité 1846, Solution des exercices et problèmes du traité complet d'arithmétique 1847, Projet de réforme concernant les examens et les maisons d'éducation des jeunes personnes 1847, Catéchisme grammatical de la langue française 1848, Dictée normale des examens 1849, Dictée du premier et du second âge 1850, Grammaire normale des examens avec Lévy-Alvarez 1849, Cours de calcul de tête 1845 ou même avant, Programme des cours usuels de physique, de chimie, d'astronomie et de physiologie 1849 probablement. Comme il ne pouvait en être autrement, le professeur Rivail se servit de l'enseignement intuitif, processus didactique préconisé par Pestalozzi et selon lequel se transmet à l'élève la réalisation, l'actualisation de l'idée recourant aux exercices d'intuition sensible, éducation des sens, avec le passage naturel aux activités mentales qui préludent à l'intuition intellectuelle. L'idée existe originellement dans l'enfant et l'intuition sensible en est seulement sa réalisation concrète, unique moyen pour que l'idée devienne compréhensible, parce qu'elle se trouve comme une force modeleuse qui vit et qui agit dans l'enfant. L'enseignement intuitif se fonde sur la substitution du verbalisme et de l'enseignement livresque par l'observation, par les expériences, par les représentations graphiques, etc., opérant sur les facultés de l'enfant. La base de l'instruction élémentaire de Pestalozzi, affirme Julien de Paris, est l'intuition, qu'il considère comme un fondement général de nos connaissances et le moyen le plus adéquat pour développer les forces de l'esprit humain de la manière la plus naturelle. Comme il avait fondé en 1826 à Paris l'institution Rivail, le jeune professeur y a exercé les fonctions de directeur et d'éducateur et y développa un remarquable travail de perfectionnement de l'intelligence de centaines d'élèves qu'il appelait tendrement « mes amis ». Soulignons que tant pour l'institution que pour beaucoup d'autres entreprises, le professeur Rivail a pu compter sur l'appui et le dévouement du professeur Amélie Gabriel Boudet, qu'il avait épousé en 1832. Au cours de sa fructueuse carrière pédagogique d'instructeur philanthrope, le professeur Rivail exerça la patience, l'abnégation, le travail, l'observation, la force de volonté et l'amour des bonnes causes, afin de pouvoir effectuer au mieux la glorieuse mission qui lui était été réservée. Ainsi, avant que le spiritisme ne rende populaire et n'immortalise le pseudonyme d'Allan Kardec, le professeur Rivail avait déjà assis bien haut, dans l'opinion du peuple français et dans le respect des autorités et professeurs, sa réputation de maître de la pédagogie moderne, avec son nom inscrit dans d'importants ouvrages bibliographiques. Comme nous l'avons vu précédemment, au milieu du XIXe siècle, les tables tournantes ont révolutionné l'Europe, surtout en France, attirant l'attention de toute la société et de la presse. Le professeur Rivail, étudiant le magnétisme, s'exprime ainsi sur ces nouveaux faits. C'est en 1854 que j'entendis parler pour la première fois des tables tournantes. Un jour, je rencontrai M. Fortier, le magnétiseur, que je connaissais depuis longtemps. Il me dit « Savez-vous la singulière propriété qu'on vient de découvrir dans le magnétisme ? Il paraît que ce ne sont plus seulement des individus qui en magnétisent, mais les tables qu'on fait tourner et marcher à volonté. » C'est fort singulier, en effet, répondis-je. Mais à la rigueur, cela ne me paraît pas radicalement impossible.
Le fluide magnétique, qui est une sorte d'électricité, peut très bien agir sur les corps inertes et les faire mouvoir. À quelque temps de là, je revis le monsieur Fortier, et il me dit « Voici qui est bien plus extraordinaire. Non seulement on fait tourner une table en la magnétisant, mais on la fait parler. On l'interroge et elle répond. » Ceci, répliquai-je, est une autre question. J'y croirai quand je le verrai, et quand on aura prouvé qu'une table a un cerveau pour penser, des nerfs pour sentir et qu'elle peut devenir somnambule, jusque-là, permettez-moi de n'y voir qu'un conte à dormir debout. Ce raisonnement était logique. Je concevais la possibilité du mouvement par une force mécanique, mais ignorant la cause et la loi du phénomène, il me paraissait absurde d'attribuer l'intelligence à une chose purement matérielle. J'étais dans la position des incrédules de nos jours qui nient parce qu'ils ne voient qu'un fait dont ils ne se rendent pas compte. J'en étais donc à la période d'un fait inexpliqué, en apparence contraire aux lois de la nature, et que ma raison repoussait. Je n'avais encore rien vu ni même observé. Les expériences, faites en présence de personnes honorables et dignes de foi, me confirmaient dans la possibilité de l'effet purement matériel, mais l'idée d'une table parlante n'entrait pas encore dans ma tête. L'année suivante, c'était au commencement de 1855, je rencontrai M. Carlotti, un ami de 25 ans, qui m'entretint de ces phénomènes pendant près d'1 heure avec l'enthousiasme qu'il apportait à toutes les idées nouvelles. À quelque temps de là, vers le mois de mai 1855, je me trouvai chez la somnambule Madame Roger, avec M. Fortier, son magnétiseur. J'y rencontrai M. Patier et Madame de Pleine-Maison, qui me parlèrent de ces phénomènes dans le même sens que M. Carlotti, mais sur un tout autre ton. M. Patier était très instruit, un caractère grave, froid et calme. Son langage posé, exempt de tout enthousiasme, fit sur moi une vive impression, et quand il m'offrit d'assister aux séances qui avaient lieu chez Madame de Pleine-Maison, rue Grange Batelière, numéro 18, j'acceptai avec empressement. Ce fut là, pour la première fois, que je fus témoin du phénomène des tables tournantes, sautantes et courantes, et cela dans les conditions telles que le doute n'était plus permis. J'y vis aussi quelques essais très imparfaits d'écriture médiumnique sur une ardoise à l'aide d'une corbeille. Mes idées étaient loin d'être arrêtées, mais il y avait là un fait qui devait avoir une cause. J'entrevis sous ces futilités apparentes et l'espèce de jeu que l'on se faisait de ces phénomènes quelque chose de sérieux et comme la révélation d'une nouvelle loi que je me promis d'approfondir. L'occasion s'offrit bientôt d'observer plus attentivement que je ne l'avais pu le faire encore à l'une des soirées de Madame de Pleine-Maison. Je fis connaissance de la famille Baudin qui demeurait alors rue Rochouart. Monsieur Baudin m'offrit d'assister aux séances hebdomadaires qui avaient lieu chez lui, auxquelles je fus, dès ce moment, très assidu. Les deux médiums étaient Mademoiselle Baudin, qui écrivait sur une ardoise à l'aide de la corbeille, dite toupie, décrite dans le livre des médiums. Ce mode, qui exige le concours de 2 personnes, exclut toute possibilité de participation des idées du médium. Là, je vis des communications suivies et des réponses faites à des questions proposées, quelquefois même à des questions mentales, qui accusaient d'une manière évidente l'intervention d'une intelligence étrangère. C'est là, chez la famille Baudin, que je fis mes premières études sérieuses en spiritisme, moins encore par révélation que par observation. Je compris tout d'abord la gravité de l'exploration que j'allais entreprendre. J'entrevis dans ces phénomènes la clé du problème si obscur et si controversé du passé et de l'avenir de l'humanité. La solution de ce que j'avais cherché toute ma vie, c'était en un mot toute une révélation dans les idées et dans les croyances. Il fallait donc agir avec circonspection et non légèrement, être positiviste et non idéaliste pour ne pas se laisser aller aux illusions. Un des premiers résultats de mes observations fut que les esprits, n'étant autres que les âmes des hommes, n'avaient ni la souveraine sagesse, ni la souveraine science, que leur savoir était borné au degré de leur avancement et que leurs opinions n'avaient que la valeur d'une opinion personnelle. Cette vérité, reconnue dès le principe,
me préserva du grave écueil de croire en leur infaillibilité et m'empêcha de formuler des théories prématurées sur le dire d'un seul ou de quelques-uns. Le seul fait de la communication avec les esprits, quoi que ce soit qu'ils puissent dire, prouvait l'existence du monde invisible ambiant. C'était là un point capital, un champ immense ouvert à nos explorations, la clé d'une foule de phénomènes inexpliqués. Le second point, non moins important, était de connaître l'état de ce monde, ses mœurs, si l'on peut s'exprimer ainsi. Je vis bientôt que chaque esprit, en raison de sa position personnelle et de ses connaissances, m'en dévoilait une phase absolument comme on arrive à connaître l'état d'un pays, en interrogeant les habitants de toutes les classes et de toutes les conditions, chacun pouvant nous apprendre quelque chose et aucun individuellement ne pouvant nous apprendre tout. C'est à l'observateur de former l'ensemble à l'aide de documents recueillis de différents côtés, collationnés, coordonnés et contrôlés les uns par les autres. J'agis donc avec les esprits comme je l'aurais fait avec des hommes. Ils furent pour moi, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, des moyens de me renseigner et non des révélateurs prédestinés. Le 12 juin 1856, par l'intermédiaire de la médiumnité de Mademoiselle Aline C., le professeur Rivail s'adressa à l'esprit de vérité dans l'intention d'obtenir davantage d'informations sur la mission que quelques esprits lui avaient déjà annoncée, chef missionnaire de la nouvelle doctrine. Le dialogue suivant se produisit alors. La question était: « Bon esprit, je désirerais savoir ce que vous pensez de la mission qui m'a été assignée par quelques esprits. Veuillez me dire, je vous prie, si c'est une épreuve pour mon amour-propre. J'ai sans doute, vous le savez, le plus grand désir de contribuer à la propagation de la vérité, mais du rôle du simple travailleur à celui de missionnaire en chef, la distance est grande, et je ne comprendrais pas ce qui pourrait justifier en moi une telle faveur, de préférence à tant d'autres qui possèdent des talents et des qualités que je n'ai pas. » La réponse fut: « Je confirme ce qui t'a été dit, mais je t'engage à beaucoup de discrétion si tu veux réussir. Tu sauras, plus tard, des choses qui t'expliqueront ce qui te surprend aujourd'hui. N'oublie pas que tu peux réussir comme tu peux faillir. Dans ce dernier cas, un autre te remplacerait, car les desseins de Dieu ne reposent pas sur la tête d'un seul homme. Ne parle donc jamais de ta mission. Ce serait le moyen de la faire échouer. Elle ne peut être justifiée que par l'œuvre accomplie, et tu n'as encore rien fait. Si tu l'accomplis, les hommes sauront le reconnaître tôt ou tard eux-mêmes, car c'est au fruit qu'on reconnaît la qualité de l'arbre. » Nouvelle demande d'Allan Kardec. Je n'ai certes nulle envie de me targuer d'une mission à laquelle je crois à peine moi-même. Si je suis destiné à servir d'instrument pour les vues de la Providence, qu'elle dispose de moi. Dans ce cas, je réclame votre assistance et celle des bons esprits pour m'aider à me soutenir dans ma tâche. Voici la réponse. Notre assistance ne te fera pas défaut, mais elle sera inutile si de ton côté, tu ne faisais pas ce qui est nécessaire. Tu as ton libre arbitre, c'est à toi d'en user comme tu l'entends. Aucun homme n'est fatalement contraint de faire une chose. Nouvelle demande du professeur Rivail. Quelles sont les causes qui pourraient me faire échouer? Serait-ce l'insuffisance de mes capacités? La réponse fut: non, mais la mission des réformateurs est pleine d'écueils et de périls. La tienne est rude, je t'en préviens, car c'est le monde entier qu'il s'agit de remuer et de transformer. Ne crois pas qu'il te suffit de publier 1 livre, 2 livres, 10 livres, et de rester tranquillement chez toi. Non, il te faudra payer de ta personne. Tu soulèveras contre toi des haines terribles, des ennemis acharnés conjureront ta perte. Tu seras en but à la malveillance, à la calomnie, à la trahison, même de ceux qui te sembleront les plus dévoués. Tes meilleures instructions seront méconnues et dénaturées. Plus d'une fois, tu succomberas sous le poids de la fatigue. En un mot, c'est une lutte presque constante que tu auras à soutenir et le sacrifice de ton repos, de ta tranquillité, de ta santé et même de ta vie, car sans cela, tu vivrais plus longtemps. Eh bien, plus d'un recul quant au lieu d'une route fleurie, il ne trouve sous ses pas que des ronces, des pierres aiguës et des serpents. Pour de telles missions, l'intelligence ne suffit pas. Il faut d'abord
pour plaire à Dieu, de l'humilité, de la modestie et du désintéressement, car il abat les orgueilleux, les présomptueux et les ambitieux. Pour lutter contre les hommes, il faut du courage, de la persévérance et une fermeté inébranlable. Il faut aussi de la prudence et du tact pour conduire les choses à propos et ne pas en compromettre le succès par des mesures ou des paroles intempestives. Il faut enfin du dévouement, de l'abnégation et être prêt à tous les sacrifices. Tu vois que ta mission est subordonnée à des conditions qui dépendent de toi. Après ce dialogue avec l'esprit de vérité, étant ainsi plus lucide sur ce qu'il aurait à faire à l'avenir, le professeur Rivail éleva une prière à Dieu, révélant l'humilité et la soumission totale au dessein supérieur. Seigneur, si vous avez daigné jeter les yeux sur moi pour l'accomplissement de vos desseins, que votre volonté soit faite. Ma vie est entre vos mains, disposée de votre serviteur. En présence d'une aussi grande tâche, je reconnais ma faiblesse. Ma bonne volonté ne faillira pas, mais peut-être mes forces me trahiront-elles. Suppléez à mon insuffisance. Donnez-moi les forces physiques et morales qui me seront nécessaires. Soutenez-moi dans les moments difficiles, et avec votre aide et celle de vos célestes messagers, je m'efforcerai de répondre à vos vues. 10 ans plus tard, Kardec rédigea la note suivante sur la teneur du dialogue avec l'esprit de vérité. J'écris cette note au 1er janvier 1867, 10 ans et demi après que cette communication m'a été donnée. Je constate qu'elle s'est réalisée de tout point, car j'ai éprouvé toutes les vicissitudes qui m'y sont annoncées. J'ai été en butte à la haine d'ennemis acharnés, à l'injure, à la calomnie, à l'envie et à la jalousie. Des libellés infâmes ont été publiés contre moi, mes meilleures instructions ont été dénaturées, j'ai été trahi par ceux en qui j'avais mis ma confiance, payé d'ingratitude par ceux à qui j'avais rendu service. La société de Paris a été un foyer continuel d'intrigues ourdies par ceux mêmes qui se disaient pour moi et qui, tout en me faisant bonne mine par devant, me déchiraient par derrière. Ils ont dit que ceux qui prenaient mon parti étaient soudoyés par moi avec l'argent que je recueillais du spiritisme. Je n'ai plus connu le repos. Plus d'une fois, j'ai succombé sous l'excès du travail, ma santé a été altérée et ma vie compromise. Cependant, grâce à la protection et à l'assistance des bons esprits qui m'ont sans cesse donné des preuves manifestes de leur sollicitude, je suis heureux de reconnaître que je n'ai pas éprouvé un seul instant de défaillance ni de découragement et que j'ai constamment poursuivi ma tâche avec la même ardeur sans me préoccuper de la malveillance dont j'étais l'objet. D'après la communication de l'esprit de vérité, je devais m'attendre à tout cela et tout s'est vérifié. Mais aussi, à côté de ces vicissitudes, quelle satisfaction n'ai-je pas éprouvée en voyant l'œuvre grandir d'une façon si prodigieuse. De combien de douces compensations mes tribulations n'ont-elles pas été payées? Que de bénédictions, que de témoignages, de réelles sympathies n'ai-je pas reçu de la part des nombreux affligés que la doctrine a consolés? Ce résultat ne m'avait pas été annoncé par l'esprit de vérité qui, sans doute à dessein, ne m'avait montré que les difficultés de la route. Quelle ne serait donc pas mon ingratitude si je me plaignais? Si je disais qu'il y a une compensation entre le bien et le mal, je ne serais pas dans le vrai, car le bien, j'entends les satisfactions morales, l'ont emporté de beaucoup sur le mal. Lorsqu'il m'arrivait une déception, une contrariété quelconque, je m'élevais par la pensée au-dessus de l'humanité. Je me plaçais par anticipation dans la région des esprits, et de ce point culminant, d'où je découvrais mon point d'arrivée, les misères de la vie glissaient sur moi sans m'atteindre. Je m'en étais fait une telle habitude que les cris des méchants ne m'ont jamais troublé. Lors de la publication du livre des esprits, l'auteur fut confronté à un problème sérieux. Mais comment signer ce livre? Une fois encore, le bon sens du professeur Rivail prévalut, selon les mots de son biographe. L'auteur, Sauce, dans le livre Biographie d'Allan Kardec, au moment de le publier, fut très embarrassé pour savoir comment il le signerait, soit de son nom Denisard Hippolyte Léon Rivail, ou sous un pseudonyme. Son nom étant très connu du monde scientifique en raison de ses travaux antérieurs et pouvant amener une confusion, peut-être même nuire au succès de son entreprise. Il adopta le parti de le signer du nom d'Allan Kardec qui lui avait été révélé par son guide Zéphyr au temps où il était druide. En plus du livre des esprits, publié le 18 avril 1857, Kardec a écrit beaucoup d'autres livres spirites, parmi lesquels la revue Spirit,
Qu'est-ce que le spiritisme? Le livre des médiums, l'évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer, la Genèse. Après sa désincarnation, Leymarie a publié en 1890 à Paris le livre Œuvres posthumes, collection d'écrits du codificateur du spiritisme. Tout aussi importante est la correspondance par laquelle Kardec a noué des contacts avec des écrivains, politiciens, ecclésiastiques, savants et d'autres personnes de tous les niveaux sociaux et de toutes les régions, en s'efforçant de consoler, satisfaire et instruire, ouvrant pour les âmes affligées et torturées les douces et souriantes perspectives de la vie supraterrestre. Tous les studieux de la doctrine spirite s'accordent à dire, sur le terrain de la codification, que Kardec n'a pas été un simple compilateur, mais que son rôle a été bien au-delà du recueil et de la sélection des éléments, des messages reçus du monde spirituel. À ce sujet, Van Tuyl et Thyssen font les commentaires suivants. Bien que Kardec répéta toujours que le mérite de l'ouvrage revenait entier aux esprits qui le dictèrent, il n'en est pas moins vrai qu'il lui revenait l'énorme tâche d'organiser et ordonner les questions, et quelles questions, sur les sujets les plus simples comme les plus complexes, englobant diverses branches de la connaissance humaine. La distribution didactique des articles inclus dans le texte, la rédaction des commentaires sur les réponses des esprits, commentaires primant par leur concision et leur clarté avec laquelle ils furent exposés, la précision avec laquelle il intitula chapitres et sous-chapitres, les élucidations complémentaires dont il est l'auteur, les observations et les annotations, les paraphrases, les inclusions, toujours profondes et pénétrantes, tout comme sa remarquable introduction. Tout cela atteste la plus grande culture de Kardec, l'attention et la diligence dont il a fait preuve dans le laborieux travail qu'il s'engagea à publier. Kardec fit ce que personne n'avait encore fait, être le premier à former avec les faits observés un corps doctrinaire méthodique et régulier, clair et intelligible pour tous, extrayant de l'amas chaotique des messages médiumniques les principes fondamentaux avec lesquels il élabora une nouvelle doctrine philosophique à caractère scientifique et aux conséquences morales ou religieuses. Travailleur infatigable, toujours le premier et le dernier à l'œuvre, Allan Kardec a succombé le 31 mars 1869 au milieu des préparatifs d'un changement de local, nécessité par l'extinction considérable de ses multiples occupations. De nombreux ouvrages qui étaient sur le point de terminer, ou qui attendaient le temps opportun pour paraître, viendront un jour prouver davantage encore l'étendue et la puissance de ses conceptions. Il est mort comme il a vécu en travaillant. Depuis de longues années, il souffrait d'une maladie de cœur qui ne pouvait être combattue que par le repos intellectuel et une certaine activité matérielle. Mais tout entier à son œuvre, il se refusait à tout ce qui pouvait absorber un de ses instants aux dépens de ses préoccupations de prédilection. Chez lui, comme chez toutes les âmes fortement trempées, la lame a usé le fourreau. L'esprit de Umberto de Campo écrivit sur la lumineuse existence du maître lyonnais. Allan Kardec cachait sa propre grandeur dans l'humilité d'un maître d'école, souvent tourmenté et déçu, comme un simple homme du peuple, à accomplir intégralement la mission divine qu'il apporta sur terre, inaugurant l'ère spirite chrétienne qui, graduellement, sera considérée partout sur la planète comme la renaissance sublime de la lumière pour le monde entier.